selon que l'idée qu'il flottait était bonne ou mauvaise, selon que c'était le jour du fanatisme ou de l'enthousiasme, il partait du faubourg Saint-Antoine, tantôt des légions sauvages, tantôt des bandes héroïques. Sauvages. Expliquons-nous sur ce mot. Ces hommes hérissés qui, dans les jours génésiaques du chaos révolutionnaire, déguenillés, hurlants, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris bouleversé, que voulaient-ils? Ils voulaient la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édénisation du monde, le progrès, et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès. Poussés à bout, hors d'eux-mêmes, ils la réclamaient terrible, demi-nue, la massue au poing, le rugissement à la bouche. C'étaient des sauvages, oui, mais des sauvages de la civilisation. Ils proclamaient avec furie le droit. Ils voulaient, fût-ce par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. 21 septembre 1792, la République une et indivisible. Le 20 septembre 1792, la loi établissant l'état civil tenu par les autorités municipales est créée en même temps que le mariage civil. L'état civil laïque et républicain remplace l'état civil tenu par l'Église, créé en 1539 par François Ier, et dont étaient exclus les protestants et les juifs jusqu'en 1787. 21 septembre 1792, le lendemain de la victoire de Valmy, la Convention qui vient d'être élue adopte unanimement dans l'enthousiasme la proposition de l'abbé Grégoire. La Convention nationale décrète que la royauté est abolie en France. Le 22 septembre, la Convention décide que dorénavant, tous les actes officiels seront datés à partir de l'an 1 de la République. Le 25 septembre, la Convention adopte la devise « La République est une et indivisible ». Le 9 octobre 1792 est mise en place la loi instituant le divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte. J'ai voulu lire cette partie parce qu'elle parlait du mariage civil et du divorce. Donc, toutes ces deux réformes du mariage civil et du divorce, elles ont été mises en place sous l'impulsion des femmes à la Révolution. Il ne faut pas rêver, elles avaient été un petit peu oubliées par les hommes en 1789. Et c'est une certaine Marie Gouze, qu'on appelle surtout Marie-Olympe de Gouges, qui a inspiré tout ça. Elle considérait que les femmes étaient capables d'assumer des tâches traditionnellement confiées aux hommes. Et dans pratiquement tous ses écrits, elle demandait qu'elles soient associées au débat politique et au débat de société. Pour protéger son sexe, qu'elle dit malheureux, elle rédigea en 1791 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle elle affirmait l'égalité des droits civils et politiques des deux sexes. Ainsi, elle écrivait « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de... » Au XVIIIe siècle, Lyon représente le principal centre européen de production de soieries. Avec 14 000 métiers à tisser, occupant plus de 30 000 personnes, Lyon est aussi la première ville ouvrière de France. La prospérité de l'industrie et des patrons est payée par les canuts, avec des salaires de misère et une journée de travail de 18 heures. Dès 1744, les canuts se soulèvent pour exiger un tarif, des augmentations de salaire. C'est un échec, mais ils ne renoncent pas. Ils comprennent que les intérêts des salariés et ceux des patrons sont incompatibles, et donc la nécessité pour les salariés de s'organiser indépendamment. Par une longue lutte, ils construisent et reconstruisent patiemment l'organisation indépendante des ouvriers pour porter les revendications. Jaurès écrit « La classe des maîtres ouvriers lyonnais est par l'esprit de résistance et d'organisation, ou même par la netteté de certaines formules sociales, en avance sur la classe ouvrière du XVIIIe siècle. » Le 7 août 1786, les canuts se mettent en grève et demandent l'augmentation du tarif promis depuis 2 mois. Les ouvriers chapeliers rejoignent le mouvement. Le 8 août, une ordonnance interdit toute réunion.
Dans la nuit, des ouvriers chapeliers et d'autres professions rejoignent le mouvement qui tourne à l'émeute. La force armée intervient violemment. Un mort et plusieurs blessés. Les consuls essaient de gagner du temps. Ils acceptent de recevoir une délégation menée par Pierre Sauvage, animateur de la lutte des chapeliers. Des promesses sont faites, les ouvriers rentrent chez eux. En fait, le patronat et les consuls font appel au roi et à un régiment de chasseurs pour rétablir l'ordre. Le 12 août 1786, 4 ouvriers, dont Pierre Sauvage, sont pendus place des terreaux. Non seulement le tarif général des soieries n'est pas augmenté, mais il est supprimé par décret du Conseil du roi Louis XVI, ce qui permet aux marchands fabricants les plus durs de payer encore moins qu'avant le travail à la tâche. Réprimé, décapité après avoir pris conscience de sa force, l'avant-garde ouvrière lyonnaise reconstruit clandestinement une nouvelle organisation de type syndical, mieux préparée, plus expérimentée, plus unie, plus puissante, dans la solidarité des